L'actualité nationale et internationale. Waga FM, la radio leader. Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Waga FM, la radio de toutes les générations, bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur nos antennes pour cette première grande édition du journal dont voici les titres. Les ex-travailleurs de la société des mines de Belaouro étaient face à la presse hier matin. Il était question d'informer l'opinion publique nationale sur la saisie des 72,436 kg d'or appartenant à la société des mines de Belaouro et pour le paiement des droits des travailleurs licenciés. Explication dans ce journal. Et puis le PNDS, ou Plan national de développement économique et social, a été passé au crible hier après-midi à l'Assemblée nationale. La séance plénière tenue à cet effet a déroulé le tapis rouge pour la ministre de l'économie, des finances et du développement. Rosine Sori Koulibaly a défendu ce référentiel devant les députés. Explication dans un instant. Il y a crise au CNU, le Centre national des œuvres universitaires. Le directeur général sortant accuse celui entrant de malversation. Les explications du professeur Serge Bayala sont à suivre dans ce journal. Et puis, la réaction de l'accusé ne se fera pas attendre. Le nouveau DG Yacouba Ouedraogo parle d'acharnement sur sa nomination. Il est d'ailleurs l'invité de ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre fidélité au programme de la radio de toutes les générations. Bienvenue à cette édition du journal. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Et nous ouvrons la page nationale de cette édition du journal par les ex-travailleurs de la société des mines de Belaouro. Ces ex-travailleurs affiliés à la Confédération nationale des travailleurs du Burkina ont organisé une conférence de presse hier mercredi 19 octobre ici à Ouagadougou. Il s'est agi de porter à la connaissance de l'opinion publique la saisie de 72,746 kg d'or et informer sur l'évolution des autres dossiers pendant en justice. Le compte rendu pour le compte de votre radio Waga FM est de Ela Gebré et de Salamatou Abadini que je vous invite à écouter tout de suite. Accompagnés de quelques membres de la CNTB, que les représentants des ex-travailleurs de la Société des mines de Belaouro Inata se sont confiés à la presse. Et justement, leur porte-parole Seydou Sinare donne les motifs de cette conférence. C'est pour prendre un peu l'opinion publique à témoin sur l'actuelle saisie de 72,746 kg d'or appartenant à la Société des mines de Belaouro. Cette saisie, c'est dans le cadre de l'exécution de la décision de justice dont les ex-travailleurs sont en possession depuis près de 2 ans et que la société n'a jamais montré de bonnes dispositions pour s'exécuter. Nos doléances concernaient un peu les primes de cas, les primes paniers, les jours fériés dont la société devait payer au cours de l'exécution de notre contrat de travail. La suite à tenir par rapport à cette saisie, c'est qu'on l'a bien dit ici, nous ne sommes pas d'abord dans nos créances. Alors donc d'éventuelles saisies sont à venir pour que les travailleurs puissent rentrer dans leurs droits. Malgré toutes les décisions juridiques, la SMB n'a manifesté aucun intérêt à l'égard des ex-travailleurs pour le paiement de leurs droits, selon Damien Tondé, leur représentant. Si la société continue sur cette lancée, des mesures plus fortes seront prises à son encontre. Voilà des travailleurs qui depuis 4 ans ont observé la loi. Ils ont observé les tests. Il y a 4 ans, ils sont passés par des négociations à l'interne. Ensuite, à l'inspection. De l'inspection, ils se sont rendus au tribunal, à la cour d'appel. Et pendant 2 ans, il y a eu 21 reports, dus simplement à l'absence et aux justifications. La société est en train de prendre ses dispositions pour faire lever cette saisie. Mais nous disons que si cette saisie-là, elle est levée, nous allons paralyser toutes les activités de la société sur le territoire national si elle s'amuse à s'éterniser dans cette dynamique-là. Et nous pouvons le faire. Elle le sait très bien. En rappel, ce sont 317 travailleurs de la société qui ont été licenciés en décembre 2014.
La suite de ce journal réuni en séance plénière ce mercredi après-midi, les députés à l'Assemblée nationale ont entendu la ministre de l'économie et des finances et du développement dans une présentation du PNDS, le plan national de développement économique et social. Rosine Sori Koulibaly, qui a représenté le Premier ministre Paul Kabatieba pour cet exercice, a présenté les grands axes de ce référentiel de développement économique et social avant de se prêter aux nombreuses questions des députés. Des détails dans ce compte-rendu que je vous propose. Le Premier ministre Paul Kabatieba était attendu de pied ferme mercredi après-midi à l'Assemblée nationale. Et c'est le moins que l'on puisse dire au regard des nombreuses interrogations soulevées sur son absence par les députés à l'occasion de la séance plénière de présentation du PNDS, le plan national de développement économique et social. Mais la ministre Rosine Sori Koulibaly de l'économie et des finances, qui a représenté le chef du gouvernement pour cet exercice, a finalement convaincu la représentation nationale de ce qu'elle a une parfaite maîtrise de ce référentiel de développement économique et social du Burkina qui devrait guider l'action publique pour les 5 années à venir. Si nous ambitionnons et mobiliser des ressources à hauteur de 15 000 milliards de francs CFA, et si nous ambitionnons nous-mêmes mobiliser plus de 8 000 milliards comme investissement au niveau du pays. Si nous comptons sur les 15 000 milliards, financer cela à 64% par des contributions propres. Si nous comptons avoir plus de 5 500 milliards de ressources mobilisées au cours de la conférence des partenaires qui va se tenir à Paris le 7 et 8 décembre prochain, avec toutes ces ambitions, cela veut dire que le climat social est très important. Le PNDS est un document ambitieux à financer à hauteur de plus de 15 000 milliards de francs CFA pour les 5 années à venir. Le caractère ambitieux de ce programme a été reconnu par Rosine Sori Koulibaly, qui précise d'ailleurs que c'était tout l'objectif recherché. Elle invite les députés à participer à la vulgarisation des grands axes du PNDS auprès des populations dont ils sont les représentants. Puisque le PNDS leur a été présenté, lorsque nous allons venir avec les projets de loi, que ce soit au niveau des lois de finances, et que ce soit au niveau des lois portant les réformes pour permettre une mise en œuvre du PNDS, que ce soit au niveau aussi de la sensibilisation, de l'adhésion populaire, je pense que nous avons besoin effectivement de députés et naturellement pour l'apaisement du climat social. Comme je l'ai dit tantôt, avec leur accompagnement, nous pensons que nous allons atteindre les ambitions que le peuple s'est fixées puisque finalement nous avons traduit les ambitions du peuple burkinabé de l'PNDS. En rappel, le plan national de développement économique et social du Burkina Faso a un coût global de 15 395,4 milliards de francs CFA pour des dépenses d'investissement estimées à 8 408,2 milliards de francs CFA et un besoin de financement complémentaire de 5 570,2 milliards de francs CFA qui fera l'objet d'un plaidoyer les 7 et 8 décembre prochains à l'occasion de la conférence des partenaires du Burkina Faso qui se tiendra à Paris en France. Et puis dans leur ensemble, les députés qui étaient présents à cette séance plénière ont salué la consistance du document ainsi présenté par la ministre de l'économie, des finances et du développement. Mais ce ne sont pas les critiques qui ont manqué. À ce propos, je vous invite à écouter la réaction du député Michel Ouedraogo. Il est du groupe parlementaire CDP. La lecture du PNDS n'est pas aussi aisée parce que entre les promesses électorales et la réalité de la gestion du pouvoir, ce sont deux réalités qui sont différentes. Je crois que le PNDS a essayé de traduire les grandes promesses électorales. Mais en même temps que le PNDS fait des propositions, en même temps que le PNDS essaie de dégager les ressources nécessaires pour y aller, en même temps on constate qu'il y a des limites sur bien de points. Et ce qui concerne la culture, je dis qu'un pays comme le Burkina ne peut pas aujourd'hui bâtir son avenir sans prendre en compte sa culture. Et il y a des exemples dans le monde qui démontrent qu'on peut bâtir une économie solide de développement autour de la culture. Quand vous prenez les États-Unis avec son cinéma, vous prenez la Chine avec son cinéma, vous prenez le Japon avec son manga, etc. Notre pays est un véritable vivier culturel qu'il faut exploiter. La culture est une ressource qui ne s'épuise pas.
Mais comment nous ne pouvons pas faire pour que nos intelligences puissent prendre en charge la culture de notre développement? C'est en même temps que les médias. Lorsqu'on parle des secteurs industriels, à même de créer des emplois, mais vous êtes des journalistes. Vous savez que les médias créent des emplois. Le nombre d'emplois créés par les médias au Burkina sont énormes. Donc il faut encourager le secteur privé dans ce sens. Vous venez d'entendre là le député Michel Ouedraogo du CDP. Et puis le député Julien Kouldiati du groupe parlementaire UPC évoque, lui, la non prise en compte du secteur privé dans le PNDS, le plan national de développement économique et social. Je vous propose d'entendre la réaction du député Julien Kouldiati, il est de l'UPC. C'est vrai que c'est déjà positif que d'avoir ce plan, mais il y a quand même des insuffisances à ce niveau. Lorsque vous prenez par exemple le cas des emplois, on se rend compte que au niveau du PNDS, le secteur privé qui doit être le moteur, le promoteur donc de l'emploi au niveau du pays n'est pas pris en compte. Et cela aussi est dû à plusieurs facteurs. Le premier, ce que je disais à Madame le ministre tout à l'heure, c'est de voir la participation des secteurs financiers, notamment les banques, pour accompagner le développement. Parce que dans ce pays-là, les banques regorgent de liquidités, mais n'accompagnent pas de financement. Comment voulez-vous qu'un jeune promoteur, un jeune qui veut mettre en place un service, une structure, il n'a pas de fonds. Lorsqu'il s'adresse à la structure financière, notamment les banques, on lui demande un apport de 20% et une garantie de 80%. Est-ce que vous, jeunes, qui venez de sortir d'une formation, est-ce que si vous aviez ça, vous aviez une garantie de 80% de votre projet et un apport professionnel de 20%, est-ce que vous allez voir des banques pour ça? Donc tout ça là, c'est des structures, c'est des conditionnalités qu'il faut revoir pour booster réellement l'économie. Il est 7h12 à Ouagadougou. La suite de ce journal, venons-en à présent à cette crise qui prévaut au CENU, le Centre national des œuvres universitaires. Le climat s'est profondément détérioré entre le directeur général sortant, le professeur Serge Bayala, et le directeur général entrant, Yacouba Ouedraogo. Tout est parti des accusations portées par le DG sortant contre le DG entrant et qui porte entre autres sur une affaire de mise à disposition de la cité universitaire de l'Arlé et de voyages sans autorisation. Je vous propose donc de suivre le point de toutes ces accusations avec le professeur Serge Bayala que nous avons rencontré pour vous. Reportage. Centre national des œuvres universitaires, le torchon brûle entre le directeur général sortant Serge Bayala et celui entrant Yacouba Ouedraogo, nommé à ce poste en Conseil des ministres du 12 octobre 2016. Bien avant cette nomination, le directeur général sortant avait formulé un certain nombre de griefs à l'encontre du nouveau directeur général du temps où il était directeur régional des œuvres universitaires du centre. La première accusation concerne la mise à disposition d'une cité universitaire. Explication avec Serge Bayala. Monsieur Ouedraogo a passé ses prérogatives et a procédé à l'ouverture de cités pendant la période des vacances. Durant justement cette période, les cités devraient être fermées afin que les entretiens puissent être effectués. Malheureusement, nous avons constaté le samedi 24 que des gens étaient dans la cité et nous avons cherché à comprendre. Nous avons compris que M. Ouedraogo avait ouvert ses bâtiments pour accueillir et héberger les athlètes venus pour le tournoi de football féminin. Malheureusement, à l'insu non seulement de la direction générale, mais aussi c'est des pratiques non conformes aux textes et aux réglementations, puisqu'il faut à chaque fois se référer à l'organe délibérant qui est le conseil d'administration pour ce genre de choses. La seconde accusation du professeur Serge Bayala contre son ex-directeur régional a trait à un voyage sans autorisation préalable et pour cela, la gendarmerie nationale a été mise aux trousses de l'actuel directeur général du CENU alors qu'il se rendait au Mali le 4 octobre dernier. Serge Bayala. Ayant constaté son absence, nous avons cherché à comprendre et c'est de fil à aiguille que nous avons appris de sa famille qu'il se rendait hors du territoire national à Mopti. Et nous avons demandé de l'appréhender afin qu'il revienne dans la mesure où déjà des soupçons existaient sur la question de la cité. Il a été ramené à Ouaga à la brigade de recherche.
marche. Le professeur Serge Bayala, qui n'est plus directeur général du Centre national des œuvres universitaires depuis le 12 octobre dernier, annonce avoir saisi d'une part les organes disciplinaires du CENU pour la partie administrative de ce qu'il reproche à l'ex-directeur régional et d'autre part les autorités de police judiciaire afin qu'une procédure soit diligentée. Question de tirer au clair cette affaire. Et puis comme annoncé, la réaction du directeur général entrant, Yacouba Ouedraogo, est à suivre dans quelques minutes seulement dans ce journal puisqu'il est l'invité de cette édition. La structure Ono Management, en partenariat avec la société Vivo Energy et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, a organisé une cérémonie de remise de table au profit des élèves de l'école du château d'eau de Katriar. C'était le mardi dernier, 18 octobre 2016, à Ouagadougou. Le compte rendu est de Salamatou Badini. 120 tables-bancs d'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA. C'est ce dont a bénéficié l'école du château. Pour les donateurs, ce geste s'inscrit dans le cadre de leur mission sociétale en tant qu'entreprise soucieuse du bien-être de la population. Silmiraogo Nabalma, directeur général de Vivo Energy Burkina. Il s'agit pour nous en fait de respecter une tradition dans notre investissement communautaire où nous intervenons sur 3 axes, la sécurité routière, l'éducation et l'environnement. Donc l'acte que nous venons de poser ce matin entre en droite ligne de notre intervention pour l'épanouissement et le renforcement de l'éducation. Vous savez que pour nous c'est devenu une coutume. On a donné donc des poubelles à certaines écoles primaires de Ouagadougou en 2015. On en a fait de même à Boromo, à Bobo du Lasso. Et donc cette fois-ci nous donnons des tables-bancs. Tout ceci avec pour objectif d'aider à l'ancrage d'une bonne éducation, une éducation de qualité pour nos enfants. Ce don vient à point nommé résoudre le manque de places assises au sein de cette école. Madame Yerbanga, directrice de l'école Château A. Les effectifs sont un peu élevés dans les classes et on a le plus faible effectif est de 75. Et certains élèves s'asseyaient à terre pour rédiger leur écrit. Nous disons merci au ministère d'avoir pensé à notre école. Merci à Vivo Energy Afrique et Vivo Energy Burkina pour ce don. La représentante des élèves, tout en remerciant les donateurs, a posé une doléance. Merci Monsieur le ministre pour le choix de notre école. 1001 fois merci à Vivo Africa pour ce don inestimable. Aussi, nous vous demandons, Monsieur le ministre et Monsieur le directeur général de Vivo Énergie, une clôture Vivo pour notre école car nous vivons une situation d'insécurité. Nous et nos enseignants en témoignent la présence l'an passé d'individus drogués à l'école qui tentaient d'abuser de nous. Le directeur général de Vivo Énergie promet de satisfaire cette doléance au cours de l'année à venir. Merci à Salamatou Badini. Les infos sur Ouaga FM, la page sport. Sport, un mot de sport dans ce journal et nous parlons handball à 48 heures du début de la phase finale du 38e championnat d'Afrique des clubs champions de handball. Le comité d'organisation de cette compétition, la Fédération burkinabé de handball ainsi que la Confédération africaine de handball ont organisé un point de presse hier mercredi 19 octobre 2016 ici à Ouagadougou. Objectif, faire le point de l'état des préparatifs de ce championnat. Le compte rendu est signé Serge Ekra de la Force. Le vendredi 21 octobre 2016 que débute ce 38e championnat d'Afrique des clubs champions, comme l'indique le président de la Fédération burkinabé de handball et par ailleurs président du comité d'organisation de ce championnat, Alain Patrick Paré. Nous avons 11 équipes en hommes et 9 équipes en dames. La cérémonie d'ouverture est prévue pour se tenir le vendredi 21 octobre à partir de 18h au Palais des Sports de Ouagadougou. Le match inaugural de la compétition qui va opposer l'équipe de l'AS Douane à
à l'équipe d'ISK du Cameroun prévue pour 19h. Les matchs vont se jouer chaque jour de 8h à 22h en non-stop. C'est une compétition qui va se dérouler selon les normes internationales. Nous avons les meilleurs clubs de handball de l'Afrique qui sont présents à Ouagadougou. Arrivé à Ouagadougou depuis le mardi 18 octobre dernier, avant la délégation officielle, une autre délégation composée de techniciens a apprécié l'état des infrastructures et les conditions de préparation de l'événement. Noël Assemian, directeur sportif de la Confédération africaine de handball. Vous le constaterez que l'enjeu est important parce que cette compétition est une des compétitions phares de la Confédération africaine de handball. Les clubs qui sont champions dans leur ligue nationale vont se retrouver et quand vous regardez la liste, vous voyez qu'il y a des grands clubs qui vont prendre part à cette compétition. Le Zamalek d'Égypte qui détient le trophée a l'Espérance de Tunis. L'intérêt donc est très important parce que dans notre organisation, le champion de cette compétition et le champion des vainqueurs de coupe vont jouer la Super Coupe et c'est le champion qui représente le continent africain au championnat du monde des clubs à Qatar. Donc c'est dit que c'est très important et c'est pourquoi les grands clubs se bousculent. Nous croyons que techniquement tout a été apprêté. Selon le président du comité d'organisation, Alain Patrick Paré, pour cette 38e édition du championnat d'Afrique des clubs champions, des dispositions ont été prises pour assurer le volet sécuritaire lors de cette compétition. Toutes les dispositions sont prises côté sécuritaire. Le président de la commission sécurité, c'est un officiel. Il y a un dispositif donc renforcé qui a été mis en place. Vous conviendrez avec moi qu'après les dernières activités terroristes qui ont fait notre pays, cet aspect-là est assez préoccupant pour nous. Toutes les dispositions sont prises pour la sécurité de tous les étrangers qui viendront à Ouagadougou. Ce 38e championnat d'Afrique des clubs champions va durer 10 jours et s'achève le 30 octobre prochain. 2 clubs burkinabés, un chez les hommes, l'AS Douane et un autre en dames, l'AS Onea, sont engagés dans cette compétition pour défendre les couleurs nationales. Un compte rendu signé à Franck Aristide Chefa. Ouaga FM, l'invité du journal. Je vous l'avais promis en titre de cette édition, notre invité du jour est le nouveau directeur général du Centre national des œuvres universitaires. Yacouba Ouedraogo a été nommé en Conseil des ministres le 12 octobre dernier, mais bien avant cette nomination, il a été accusé de malversation par son prédécesseur, le professeur Serge Bayala. Dans l'entretien qui suit, Yacouba Ouedraogo rejette en bloc ces accusations et parle d'acharnement contre sa personne. Je vous invite donc à écouter cet entretien avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba Ouedraogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur civil, récemment nommé directeur général du CENU, le Centre national des œuvres universitaires. Dites-nous pourquoi vous n'avez pas été installé jusqu'à ce jour. Bon, je ne pourrais pas vous dire exactement pourquoi, parce que effectivement la passation avait été prévue pour le lundi dernier et au dernier moment on m'a informé que la passation est reportée. Donc je n'ai pas d'autres informations complémentaires. Donc j'attends. Il se trouve que l'ancien directeur général du CENU, celui que vous devez remplacer, vous reproche d'avoir mis en location un bâtiment, en l'occurrence une cité universitaire du CENU. Qu'en est-il exactement? J'avoue que ce n'est pas exact. C'est pas exact et j'ai considéré cela comme étant une diffamation et véritablement un acharnement contre ma personne. Le bâtiment n'a pas été loué. Aucun sou n'a été perçu, ni par moi, ni par mes services. Nous avons été approchés par Madame Karama, qui est promotrice donc du tournoi international de football féminin, qui devait héberger ses joueuses au stade du Katout. Malheureusement, le stade du Katout était occupé par la gendarmerie nationale. Donc, elle a été recommandée parce que entre Logis, le ministère des Sports et le CENU, il y a une forme d'entente parce que nous avons l'habitude d'héberger leurs sportifs pendant les vacances qui sont préparés pour les compétitions internationales. Ça se faisait et moi je l'ai trouvé. Du reste, lorsque j'ai été approché par l'intéressé le 13, alors que le tournoi devait commencer le 14, il n'y avait pas d'autre solution. Je lui ai simplement dit, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de situation. Moi, je traite avec les gars de Logis, si c'est possible. Mais comme c'est Logis qui vous envoie, je vous entends. Et j'étais couché malade. Je suis venu l'entendre avec mes services ici. Elle a exposé son problème. Au regard de l'envergure nationale de l'événement que tout le monde connaît ce tournoi-là, j'ai dit, moi, je n'ai pas de cité à même aujourd'hui là d'héberger des gens. Parce que les cités sont délabrées. Ça, tout le monde le sait. Les étudiants critiquent tous les jours. Donc, on ne peut pas héberger des gens dans des conditions comme ça.
ça. Et c'est là, elle l'a dit, elle prend l'engagement donc de faire l'ensemble des réparations que moi je connais, énormes, parce que nous-mêmes en tant que direction régionale, nous n'avons jamais pu faire face aux réparations. Les étudiants en sont témoins. Vous pouvez vérifier auprès des étudiants. Mais cette fois-ci, allez-y à l'Arlé pour voir le travail qui a été fait par Madame Karama. Donc la condition que j'ai posée, oui, je comprends la situation, oui, mais il faut d'abord faire l'ensemble des réparations pour qu'on constate, vous déposez une demande et vous rentrez en contact avec le CESAF et le concierge pour la suite. Les réparations ont coûté combien, est-ce que vous le savez? Non, je ne sais pas, mais je sais le travail qui a été fait, comme je suis habitué, c'est élevé, le montant est élevé. Il vous a également reproché d'avoir tenté de voyager et même de quitter le territoire national sans autorisation de votre hiérarchie. Qu'en est-il exactement dans cette situation? Vous avez été également interpellé par la gendarmerie. Non, c'est véritablement dommage et c'est ridicule. C'est ridicule. J'ai eu un décès. J'ai déposé une demande d'autorisation d'absence en bonne et due forme le 3 pour compter du 4. Le 4 matin, j'ai pris la route pour Bobo Kimparana sans Mopti. Arrivé à Sabou, je me fais arrêter par la gendarmerie qui me dit simplement qu'ils ont reçu instruction de ne pas me laisser continuer. J'y suis resté donc de 11h à 19h. À partir de 19h, j'ai été reconduit à la brigade de recherche où j'ai passé la nuit. Le matin à 8h, on a fait l'audition. Et on m'a informé que mon directeur général a déposé une plainte contre moi sur 2 points. À savoir donc voyager sans autorisation alors qu'il m'a écrit me demandant de ne pas partir. Deuxièmement, que j'aurais loué un bâtiment, j'ai perçu de l'argent et que je suis en train de franchir les frontières. J'ai répondu très rapidement que c'est inexact. Tout est inexact et je le dis sans détour. C'est de la machination, de la manipulation. Voilà. Alors, on parle également d'un rapport de l'ASE, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, qui vous aurait épinglé. Qu'en est-il exactement? Je vous le dis très sincèrement, encore une fois, c'est de la délation. Le rapport de l'ASE est là, il est disponible. Je n'ai été épinglé nulle part dans ce rapport. Et pour vous dire, quand la commission est passée, moi, j'étais en fonction, il y avait de cela 1 an. Donc, les enquêtes ont concerné les années, peut-être même 10 ans avant et remonté. Les dettes à la direction régionale ici n'émanent pas de moi. C'est des dettes que moi j'ai trouvées. On ne m'a même pas interrogé. C'est tout. Donc c'est clair, c'est net, c'est de la diffamation. Vous, en tant qu'ancien directeur régional du CENU et M. Bayala, qui est l'ancien directeur général du CENU, on a l'impression que le torchon brûle. Alors qu'est-ce qu'il vous reproche concrètement, votre ancien DG? Franchement, je ne comprends pas. Parce que vous avez vu le terrain, les manifestations des étudiants sur le terrain, avec l'ensemble des associations à caractère syndical, je ne suis pas responsable de ça. Les problèmes qui sont passés au niveau du restaurant central, les gens m'ont vu en première ligne, les gens ont vu ce que j'ai fait. Je suis étonné aujourd'hui donc que je sois pris comme bouc émissaire et qu'on m'accuse de tous les péchés d'Israël. Mais c'est injuste et je trouve que c'est pas honnête. Est-ce que ce n'est pas votre nomination pour le remplacer qui aurait occasionné toutes ces accusations selon vous? J'ai l'impression que la rumeur a dû circuler et depuis ce temps, c'est des sorties médiatiques impossibles, des dénigrements à tout vent. Et j'avoue que même le bandit, le vulgaire bandit n'est traité de cette façon, sur la base du faux, entièrement faux. Dans tous les cas, la gendarmerie a auditionné, les gens peuvent se référer près de la gendarmerie ou auprès du procureur de la République pour savoir si quelque chose m'est reproché. C'est aussi simple que ça. Alors, dernière question, vous avez également déposé une plainte contre l'ancien directeur général du CENU? Non, c'est fait. J'ai déposé la plainte pour accusation mensongère, calomnieuse et diffamation. Je l'ai déposée en bonne et due forme auprès du procureur de la République pour que justice soit rendue et que l'opinion internationale puisse connaître la vérité. Parce que c'est trop facile de se précipiter sur les médias et de vilipender quelqu'un. C'est facile. Moi, mon éducation ne me permet pas de le faire. Monsieur Yacouba Ouedraogo, je vous remercie. Merci beaucoup. À l'instant, Yacouba Ouedraogo, le nouveau directeur général du Centre national des œuvres universitaires, nommé en Conseil des ministres du 12 octobre 2016. GFM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition du journal. Merci à vous qui nous avez écoutés de bout en bout.